Là où les choses basculent, et c'est peut-être le point essentiel de mon propos, qui ne se terminera pas là, mais c'est vraiment un moment important, car pour ce qui me concerne, je reste encore sous le choc, enfin je reste encore un peu estourbi de ce qui s'est passé à ce moment-là. Le 21 février, 6 jours plus tard donc, nous apprenons qu'une manifestation pacifique qui se déroule à Tripoli, manifestation de solidarité avec les manifestants de Benghazi, est attaquée par les forces libyennes, mais pas attaquée de n'importe quelle façon, attaquée par des avions de chasse. Et c'est donc la chasse militaire aérienne de Kadhafi qui est supposée avoir mitraillé dans des attaques en piqué ces avions, ces manifestants. Et là, fait piquant qui n'a été relevé par personne, tout le monde, quand on évoque cet événement, on l'évoque bien souvent en rappelant les images que chacun est censé avoir vues sur cet événement, puisque comme chacun sait, avec les smartphones aujourd'hui, on filme tout et en permanence et partout. Rappelons-nous le tsunami, c'était le premier événement première catastrophe naturelle à avoir été filmée directement par ces témoins. Eh bien, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça n'a jamais été filmé, personne n'a jamais vu de telles images, pour la simple raison que cet événement n'a pas eu lieu. Il y a bien eu une petite manifestation ce jour-là à Tripoli, très réduite au demeurant, mais les avions de Kadhafi ne sont pas intervenus. D'abord, les avions de Kadhafi, ils étaient en bien piteux état, et puis de toute façon, il était hors de question de faire envoyer la chasse sur des manifestants. Il y a quand même bien d'autres moyens plus économes de réprimer, y compris dans l'ultra-violence, des manifestations désarmées. Mais c'est le moment tournant, c'est là que se trouve le pivot de toute cette histoire, car dès le lendemain, on entend Sarkozy, puis Cameron, puis Obama déclarer qu'un chef d'État qui utilise ses forces aériennes pour réprimer ces manifestants n'a plus le droit de gouverner, n'est plus fondé, ne peut pas rester chef d'État. C'est à partir de ce moment-là qu'il devait partir, quitter le pouvoir. Donc en l'espace, 6 jours après le début des manifestations, les 3 chefs d'État des pays, disons, les usual suspects, pour ainsi dire, les 3 pays capables d'intervenir, de faire des projections de force dans de très nombreuses parties du monde, déclarent que Kadhafi doit partir. Et puis, pour sourire un petit peu, le livre de Bernard-Henri Lévy, « La guerre sans l'aimer », dont auquel personne n'a pu échapper, ce livre commence par cette scène. BHL est au Caire, où il est allé soutenir les manifestants, qui n'attendaient que lui sans doute, et il voit, au moment où il repart vers la France, il voit à l'aéroport des images de manifestants paniqués, mitraillés depuis les airs, cherchant un abri. Enfin, il décrit tout cela dans la page 1 de son... Enfin, c'est après l'introduction tout de même, mais c'est vraiment le premier chapitre, dans lequel, donc, premier chapitre, première ligne, dans lesquels il décrit ces scènes qu'il prétend avoir vues sur les écrans de Al Jazeera, de CNN, à l'aéroport du Caire. Et fort justement, c'est à peu près le seul point sur lequel je le rejoins, il explique que dans un événement, tout est dans les origines. C'est là qu'il faut s'intéresser. La question est de savoir évidemment où est l'origine, mais tout est dans l'origine. Et je ne sais plus quel philosophe, là, son nom m'échappe à l'instant, disait que dans une histoire, 50% de l'histoire est contenue dans l'événement fondateur, dans l'événement originel. Et je crois qu'en l'occurrence, cette affirmation est largement vérifiée.
Cette histoire est la construction d'un énorme mensonge, d'un bobard gigantesque, équivalent à celui des armes de destruction massive en 2003 en Irak. Et ce qui est frappant, c'est que dans la masse des commentaires journalistiques, masse pratiquement infinie, que l'on peut recenser concernant le livre de Bernard-Henri Lévy et ses différentes déclarations, cette première page-là, ce début, n'a jamais été relevé, chacun semblant absolument convaincu d'avoir vu effectivement ces images que, en réalité, donc, personne n'a vu puisqu'elles n'ont pas été tournées. Une petite enquête montrant que, en réalité, c'est Al Jazeera qui a diffusé le témoignage téléphonique d'un soi-disant témoin de ces scènes de carnage, témoignage passé en direct, sur un mode haletant, naturellement, pour jouer sur le registre de l'émotion. On peut reprocher des tas de choses à Al Jazeera, mais certainement pas un très grand professionnalisme, ça c'est certain. Et ce témoignage qui pouvait très bien venir du bureau d'à côté, enfin qui pouvait très bien avoir été fait à Doha, capitale du Qatar, là où se trouve Al Jazeera, a été considéré, est l'événement fondateur de cette histoire. Tout commence véritablement là. À partir de ce moment-là, le destin de Kadhafi, me semble-t-il, est scellé. En tout cas, la guerre est décidée et viennent ensuite les différentes justifications. Et c'est là, non pas mon point central que je viens de dire, mais disons la philosophie d'ensemble de mon propos. Ce que j'affirme concernant la Libye, c'est que la décision de la guerre a été prise dans un premier moment et que les justifications de la guerre ont été fabriquées peu à peu après que cette décision a été prise. According to some, it's about protecting civilians. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli? But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in 96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. A gold dinar would have had serious consequences for the world financial system, but may also have empowered the people of Africa, something black activists say the US wants to avoid at all costs. The United States should welcome the self-determination of Africans. They certainly have denied self-determination to Africans inside the United States.
So we're not surprised by anything that the United States would do to hinder self-determination of Africans on the continent. Fast forward again to August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq. But polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths, not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals, as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it?